On va passer à présent à des questions de doctrine et une question un peu plus légère. Un internaute vous demande, à votre avis, quelle est aujourd'hui la place ou quelle devrait être la place de la littérature? Alors aujourd'hui, là pour le coup, je vais parler sous la houlette de mon saint patron Juan Asensio. La place de la littérature nulle part. Pourquoi ? Parce que justement, il n'y a pas assez de gens comme Juan. Je vous renvoie à son site, tous les liens seront. Parce qu'il faut soutenir Juan absolument. Pour moi, c'est le plus grand critique français vivant. C'est le plus dur, mais on est critique, on est dur. Les gens qui me disent ton copain Asensio est méchant. Je dis oui, méchant. Il est méchant. Il est là pour dire ce qui dans la littérature mérite de survivre ou pas, pour que les générations futures trouvent le travail gigantesque qu'il a fait dans la zone. Enfin, je rappelle, je crois qu'il y a plusieurs milliers de notes de livres. Je sais pas si vous voyez le truc. Il fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, d'accord, là il a sorti un ouvrage extraordinaire chez Ovadia qui s'appelle Le temps des livres est fini. Si vous voulez, est-ce que je l'ai là ? Non, il est un peu plus loin. Ouais, il est là-bas, je vais pas me lever. Il fait plus de 1000 pages et là-dedans c'est infinitésimal par rapport à tout le travail de Juan. Mais il est là pour dire, parce qu'aujourd'hui le problème c'est qu'il n'y a plus de critique littéraire, donc on fait de l'entre-léchage, et donc oui, Christine Angot c'est de la littérature. Non, 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 Christine Angot c'est juste une marque que c'est plus facile de faire publier chez Gallimard que de suivre une psychanalyse jusqu'au bout. C'est tout. Tu vois, de dire que je ne sais pas, de dire que des gens, oui, comme Angot, mais comme Gavalda, comme d'autres, sont des écrivains. Non, 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 non. Tu vois, le vrai problème, c'est que nous avons perdu le respect du livre. Et ça, pourquoi ? Parce qu'on n'éduque plus à la littérature. Et on n'éduque plus dès le début. Moi, de mon temps, on faisait l'analyse par la déconstruction de texte. C'est-à-dire éléments perturbateurs, sujet, base vers. Enfin non, qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je raconte ? Ça c'était en anglais. C'était situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, dénouement, ce qu'on appelle la déconstruction de texte. Il n'y a rien de pire pour vacciner les gamins contre la littérature. Rien de pire. Et le gros souci, c'est que ce qui devrait être la place de la littérature, c'est de donner un accès supérieur au monde. Parce que souvent, les grands écrivains sont allés plus loin que les grands penseurs. Tout Marx est dans Balzac. Toute la verve d'un peuple debout, si vous voulez, vous pouvez lire des tas de bouquins sur les populismes, mais 3 pages de Victor Hugo vont aussi bien, tu vois. D'ailleurs, je maintiens l'ouvrage de Debré sur Hugo et Stendhal qui vient de sortir. Là. Le gros souci, c'est que cette forme littéraire, particulièrement en France, qui est une grande nation littéraire, a quasiment disparu. Mais elle peut revenir. Moi, si vous voulez, le défaitisme romantique, on a perdu, tout est foutu, on va enfin avoir de belles ruines. Je le dis sincèrement, ce romantisme-là n'est pas dénué de noblesse ou de beauté, mais il ne s'applique pas face à la postmodernité. Parce que la postmodernité ne fera pas de belles ruines. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais enfin, Hanouna, c'est une ruine qui marche. Comment il s'appelait, le chanteur, tu sais, qu'on a envoyé à l'Eurovision, qui s'est lamentablement planté. Bilal Hassani. Oui, voilà. Si vous voulez, non, ça n'appelle pas la décadence, c'est décadent. Hein, et je le dis tout de suite, qu'on ne m'accuse absolument pas d'homophobie musicale. Pour moi, rien n'égale Freddie Mercury depuis la guerre. Rien n'égale Freddie Mercury. Mais, la postmodernité ne fera pas de belles ruines. Donc ça ne sert à rien d'avoir le goût des ruines, si tu veux, des vieilles pierres, etc. Il restera plus rien. Je pense que cet être littéraire, il peut revenir. La seule chose, c'est de lutter contre ce qu'on appelle la civilisation du poisson rouge, parce que le problème du livre, et particulièrement du roman, c'est que ça demande de recabler le cerveau de l'enfant avec des actes de patience longue, parce que Guerre et Paix, c'est 500 personnages. C'est 2 tomes, hein, Tolstoï. Voilà. Mais le goût est vite pris. Le goût est vite pris. La seule chose,
c'est on ne veut pas le faire parce que cette forme-là d'accès à la civilisation, imaginez si vous la donnez à ma génération ou à la génération des petits qui arrivent, ça veut dire qu'ils voudront la peau de la génération des mecs de 40 ans, parce que, si vous voulez, je vais vous donner un exemple très simple. Un jour, je me présente dans une grande maison d'édition qui avait édité l'Organon complet d'Aristote. Je fais, où est-ce que je peux trouver l'Organon ? Il dit, l'Organon, quel auteur ? Je fais, Aristote. Et il me répond, quel prénom ? Je fais, John Aristote. Bah oui. Il me dit, je trouve pas dans le catalogue. Je fais, essayé Aristote tout seul. Ah, j'ai trouvé. Ah bah tiens. Ça, c'est conseiller littéraire. Je dirais pas où, mais bon, mais sur ma fille que c'est vrai. Mais vous voyez, la seule chose, c'est qu'on peut... Le seul problème, c'est de prendre le risque, déjà, premièrement, de traquer les faux livres, c'est-à-dire des objets qui sont de la savonnette littéraire, mais qui ne sont pas de vrais livres. Et pour ça, il faut suivre des gens comme Rohan, malheureusement, plus beaucoup d'autres. Enfin, il y a Bruno de Sessol aussi. Il y a quelques grands critiques encore qui restent. Et toujours de faire relire les maîtres. Tu vois, Hugo, Malraux, Camus. Là, c'est subjectif, hein, mais c'est subjectif. Parmi les récents, Dutour. Moi, j'aime beaucoup Dutour. Parmi les plus anciens, revoir les Grecs, le théâtre d'Aristophane, tout ça, le Balzac. Bon, moi je suis resté, mais même Maupassant, j'aime beaucoup plus Balzac que Maupassant. Par exemple, si vous voulez, Bel-Ami. Mais moi je suis beaucoup plus Balzac. Moi je suis tombé amoureux de Balzac. Après vous avez la grande littérature métaphysique. Bon, moi à 15 ans, j'ai lu 2 livres, un qui m'a fâché avec son auteur à vie, qui est Voyage au bout de la nuit, parce que Céline est un grand auteur et un être infect, absolument infect, et Crime et Châtiment. Et moi, j'ai été hanté par le personnage de Raskolnikov, qui vous en apprendra plus sur la criminologie que tous les manuels que vous pourrez lire. Voyez ? Mais c'est un goût à prendre et à reprendre. La seule chose, c'est que tant que tu prends du texte qui est pas du savoir mort, c'est du savoir endormi, et que tu fais par l'analyse de la déconstruction de texte, que tu fais du savoir endormi, du savoir mort, comment tu veux que les gamins aiment ça ? Puis après, ils voient quoi ? Ils voient que le livre n'est plus un objet sacré, c'est un objet pour entrer sur un plateau télé. Et pour y faire sa psychanalyse, tu vois, qui est atypique. J'ai rien contre elle, enfin si, elle existe. Mais en Gaume, il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle. Il y a pas qu'elle. Là, j'ai vu, là, on vient de faire entrer une philosophe à l'Académie française. Elle était tellement contente, par honte, qu'elle voulait pas d'avoir un sabre d'académicien. Elle a pris un sabre laser en plastique, avec une phrase de Derrida marquée dessus, en disant « Cette épée-là ne fera jamais de mal au monde ». Enfin, je veux pas être méchant, mais les femmes méritent tellement mieux que ça. Barbara Cassin. Si tu veux, ça, c'est pas un symbole de la féminisation de l'académie, c'est un symbole de la pétacisation de la société, c'est différent. Tu vois, les femmes méritent tellement mieux que ça. Parce que vous voulez des femmes académiciennes, entièrement d'accord. Une épée pour Bonnardel. On devrait même en faire un hashtag, une épée pour Bonnardel. Mais une épée pour Bonnardel, une épée pour Blandine Barrett-Kriegel, très grande historienne du droit. Pourquoi elle n'aurait pas le droit ? Et non, on est une déridienne, donc une déconstructionniste, encore un coup, qui non contente a une sorte de sabre laser en plastique. On est où, là ? On est où ? Le Claude Lévi-Strauss, heureusement, ça fait 10 ans qu'il est mort, déjà lui aimait moyennement que Yourcenar y soit, d'ailleurs, à mon avis, il avait tort, pour une fois que le grand homme avait tort. Heureusement que les grands académiciens sont plus là, quoi. Enfin, nom de Dieu, et bon, c'est quoi Après, on va faire quoi ? On va mettre on y met BHL pour qu'ils mettent une chemise blanche sur l'habit vert, puis on va y mettre Villani avec toutes ces bestioles ? Non, mais quelle part de notre société allons-nous préserver de devenir un vaste asile psychiatrique ? C'est ça la question. Le souci, c'est que voilà, vous avez désacralisé le livre, vous avez désacralisé l'accès au savoir. Mais tout ça peut revenir, si vous voulez, les civilisations sont résilientes.
Notre peuple est résilient. La seule chose, ça c'est à la fois l'éducation, mais également le goût. Moi, le goût de l'acte de littérature, de l'acte de lecture d'abord. Hein, c'est simple, hein, je suis fier que ma fille ait une des plus belles bibliothèques pour une enfant de 4 ans. Non mais ça commence par là. Et après, il faut lire avec, Voilà, ce qu'on me dit, ça je vois encore les théoriciens de droite à la Anne Brassier contre laquelle je n'ai rien, qui disent on peut tout faire grâce à Internet, faire les grands musées, etc. S'ils n'ont pas le goût, grosso modo, qu'ils crèvent. Oui, mais non. Ce n'est pas parce que la culture est accessible que le goût ne doit pas être donné. C'est pas ça le problème. Évidemment que le goût doit être donné. La culture, c'est pas parce qu'on est à un clic. Si vous voulez, en plus, c'est ridicule, parce que sur un ordinateur, vous êtes à un clic. Vous êtes à un clic des plus grands musées mondiaux, oui, vous êtes aussi à un clic, du film porno le plus hard, hein, à ce jeu-là. Donc, non, c'est un goût, c'est une éducation. Voilà. Et ça revient. Il faut avoir de bons professeurs, il faut avoir je le dis assez sincèrement. Moi, j'ai eu la chance d'avoir, dans toute ma scolarité, j'ai eu un seul vrai littéraire, en 4e. Ça m'a marqué à vie. Tout le reste, je n'ai eu que de la déconstruction de texte. Bon. Mais ça suffit. C'est comme d'avoir eu un vrai prof d'histoire, ou un vrai prof de philo. D'où l'utilité de ne jamais mépriser, ça c'est pour les nationalistes, la figure de l'enseignant, voire parfois de le devenir. Parce que c'est une tâche sacrée en civilisation. Et je pense que l'être littéraire français reviendra. Il faut juste se replonger dans la figure d'un ou deux grands maîtres, relire, réécrire dessus, et après, uniquement après. Moi je le dis sincèrement, sortira certainement du cercle Aristote dans quelques années, quand il se fera un peu confiance, un jeune grand écrivain. J'en ai un à l'esprit qui se reconnaîtra. Hein, un certain Maxime. Mais le génie finit toujours par refleurir. Si vous voulez, les plus belles plantes poussent sur les terres brûlées. Au moins l'avantage, c'est que là, au niveau terre brûlée, on est servi. Après la littérature, nous allons passer au cinéma. Et vous parliez à l'instant d'asile psychiatrique, la transition est toute trouvée, puisque un certain nombre d'internautes vous demandent votre avis sur le film Joker. Alors, je suis allé le voir en famille, ne vous inquiétez pas avec ma fille. Là, pour le coup, je suis resté quasiment tétanisé pendant 20 minutes après le film sans dire un mot, parce que c'est le Fight Club de notre génération. J'en suis intimement persuadé. Alors, est-ce qu'on en a trop dit? Alors là, attention, spoiler, hein, c'est ce qu'on dit. Alors, si vous n'avez pas vu le film, coupez la vidéo là. Bon. Comment dire? C'est un film à lecture, tellement il est profond, donc je vais vous donner ma lecture qui n'épuisera pas le sujet. On va faire en 2 temps. Ce film et le Joker comme mythe. Et en quoi ce film apporte encore au Joker comme mythe. Bon. Ce film, premièrement, c'est une interprétation hors du commun de Joaquin Phoenix. Elle n'efface pas celle d'Earthflieger, elle est parallèle à celle d'Earthflieger. Je pense qu'elle fait encore vieillir, par contre, celle de Jack Nicholson, parce que Jack Nicholson, c'est un univers auquel on n'est plus habitué, c'est l'univers Burton. Et le vrai univers Burton, le vrai dernier, c'est Sleepy Hollow. C'était il y a 15 ans maintenant. Donc pour les plus jeunes, Burton, ça dit plus grand-chose. Il n'y a pas eu le deuxième Beetlejuice, il n'y a pas eu d'autres Batman depuis Batman le défi. Bon. Et l'icône Tim Burton, c'est avant tout, à mon avis au-dessus de tout, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui
qui est un film, disons, comment dire, c'est un film d'animation à nul autre pareil. Donc si vous voulez, heureusement il n'en a pas fait 2, heureusement, parce que les grands chefs-d'œuvre doivent rester à mon avis seuls, mais surtout, c'est très particulier Burton. Bon. En réalité, le génie qui a fait ce film l'a fait passer dans l'univers des DC Comics, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un film sur plusieurs choses. Premièrement, c'est la rencontre d'un homme qui aime se faire du mal dans ses rôles, ce qui est le cas de Joaquin Phoenix. Que Joaquin Phoenix soit un des géants de cette génération, à titre personnel, moi je le savais depuis Gladiator. Parce que on n'est pas en face de Russell Crowe innocemment, et parce que le personnage de Commode, même si il est totalement anhistorique par rapport au Commode, à l'empereur Commode tel qu'il a été, ça se voyait que Joaquin Phoenix était un géant. Maintenant, plus personne ne pourra jamais le nier. Il s'est fait un mal fou pour ce film. Je crois qu'il a perdu près de 40 kilos. Enfin, il est physiquement... Alors ça, je peux parler de cette scène-là, vu que vous l'avez tous vue, vu qu'elle est dans la bande-annonce. Quand on le voit de dos, cette scène est terrifiante. Terrifiante. En réalité, c'est un film sur... C'est une rencontre d'un grand acteur avec un grand rôle. C'est un film... Beaucoup de gens ont dit c'est un film foucaldien sur la folie. C'est un film sur la folie. Oui. Mais c'est la folie d'un homme et la folie d'un peuple. Et la folie, surtout, même plus d'un peuple, la folie d'une époque. Premièrement, c'est absolument pas l'Amérique des années 80, l'Amérique Reagan. C'est l'Amérique d'aujourd'hui. Et en réalité, le Joker est mis dans une société où il n'y a plus ni filiation, ni réalité. Le Joker est un enfant des écrans. Tu vois, l'adoration qu'il a pour le personnage joué par De Niro, qui fait de la politique en se gobergeant, tu vois, c'est une espèce de Ruquier, tu vois. Alors certes, De Niro ne peut pas jouer la déchéance parce que De Niro est De Niro. Un Ruquier joue mieux Ruquier, tu vois, toujours plus près de toi Seigneur, hein, disait-il à la plaque d'égout. Mais mais tu vois, mais De Niro est insupportable. Alors que moi c'est mon acteur préféré. Moi De Niro, Pacino, de toute façon pour moi c'est un panthéon intouchable. Mais tu vois, c'est en réalité les troubles mentaux du Joker. En réalité, il en est délié très vite, vu qu'il en est délié après ses meurtres. En réalité, il a trouvé sa place dans la société. Alors on me dit oui, ils animalisent le peuple, c'est un film anti-gilet jaune. Non mais arrêtez de prendre des œuvres d'art. Parce que là, vous êtes conditionné par le cinéma français, qui est nul parce c'est un cinéma à thèse, qui entend prouver des trucs parce que, on va vous filmer l'histoire d'un Érythréen unijambiste et nain qui arrive à se taper la bombasse du quartier au nom de l'égalité des chances. Mais ça, c'est un scénario de film français, c'est pas un scénario de grand film. Le cinéma français serait incapable. Enfin, ou alors, je pense qu'Alexandre Astier est un homme qui a trop de joie de vivre pour faire un film comme Joker, et je l'espère pour lui. Mais mis à part lui, personne, enfin le cinéma français pourrait pas faire une œuvre de cette profondeur. Donc arrêtez de voir des thèses partout. Non, ils animalisent pas la foule. La seule chose, c'est qu'ils refusent de faire du Ken Loach. C'est-à-dire du cinéma trotskiste dans lequel le patron a toujours tort et l'ouvrier toujours raison. C'est-à-dire que c'est horrible. Mais le Joker, en réalité, lui, il s'en fout, il est heureux à la fin du film. Il vit entre rêve et réalité. Est-ce que le film est réel? Est-ce que ça s'est passé dans sa tête? Vous allez vous poser des tas de questions. La seule chose, c'est que quand il fait brûler Gotham, il y a bien quelque chose de réel, c'est la mort de Thomas Wayne et je crois que c'est Martha, le Martha Wayne, c'est à vérifier. Mais le Joker, non, il profite de la grogne sociale qui est tout à fait légitime et à laquelle Thomas Wayne participe en insultant les pauvres. C'est-à-dire qu'on allait tellement loin dans... C'est extraordinaire par rapport à la mythologie Batman. Thomas Wayne est un personnage iconique, intouchable. Il est le père supplicié du Chevalier Noir. Et là, c'est un salopard. C'est Macron en vieux. Tu vois, il a un côté madelinesque. On dirait Madeleine. Tu vois, c'est un mec... Enfin, tu vois, c'est ta tarte, quoi. Bon.
Non, c'est vrai. Tu vois, moi je suis riche et vous, vous êtes. Alors il dit pas descendant, il dit des clowns. D'où le début de la révolte masquée. Mais le Joker s'en fout de tous ces braves gens. Il en profite. Lui s'en fout, il est guéri. Il est guéri parce qu'il a trouvé sa place sa place dans le monde, et c'est là où le personnage de Joaquin Phoenix répond à celui d'Heath Ledger. La phrase clé du Joker est la même. Il y a 2 scènes qui sont des hommages directs à Heath Ledger. Je laisse ceux qui ont vu ou qui verront le film voir lesquels dans Joker. Mais par contre, le message du Joker est le même. Au feu, tout brûle. N'oubliez jamais que le Joker, c'est l'homme qui rit de Victor Hugo. C'est l'homme qui démasque la société. Et en réalité, oui, cette société pourrie mérite de crever, elle mérite de brûler. C'est le message de Heath Ledger dans le Dark Knight. C'est le même message que donne Joaquin Phoenix. Et c'est pour ça, croyez-moi, avant d'en faire un film, quand je lisais sous la prose de gens intelligents, merde, c'est dans la droite film du côté réactionnaire des Batman. Vous êtes cons, vous le faites exprès. Il n'y a pas de personnage plus progressiste que Batman. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est le seul héros qui n'a pas de super pouvoir, donc lui, il n'a pas de prédestination. Il a fait un choix pour en arriver là. Alors vous me direz, il est né riche. Oui, mais il est né riche, mais orphelin. Il aurait pu tout à fait faire autre chose de sa fortune. Et c'est un mec qui n'a pas de vie, c'est un homme qui renonce à vivre, Bruce Wayne. D'ailleurs, tout, que ce soit en série, en dessin animé, en film, si vous voulez, c'est un mec qui est triste comme la mort. Tu vois, c'est un mec qui a une envie perpétuelle de se jeter au bord d'une falaise, Bruce Wayne. Et qui pense sincèrement qu'il peut devenir un symbole pour que les citoyens... C'est pour ça qu'il porte un masque. Le masque permet l'identification, contrairement à ce qu'on pense. Il cache l'identité de celui qui le porte, mais le masque est un symbole populiste énorme, vu que tout le monde peut porter ce masque. C'était comme le commandant Marcos. Pourquoi il portait un passe-montagne ? Les services spéciaux mexicains savaient très bien qui c'était. Parce que tout le monde devait pouvoir être Marcos. C'est pour ça qu'il portait un passe-montagne. Batman, c'est pareil. Il porte un masque pour permettre l'identification au symbole qu'il est et non à la personne qu'il est. Donc c'est quelqu'un qui en réalité disparaît derrière le masque. Et qui pense que les citoyens peuvent, c'est toute la dynamique de la scène finale de Dark Knight, si vous vous rappelez des 2 bateaux avec les bombes interchangées. Que les citoyens peuvent faire que les citoyens peuvent choisir le bien comme règle de vie. Le Joker dit non. Non. Et d'ailleurs, cette scène-là est l'une des seules scènes du Dark Knight qui n'est pas totalement réaliste, parce qu'on sait très bien, et moi le premier, on m'aurait donné la bombe. Moi je suis avec ma fille pour faire sauter des détenus de l'autre côté, ça aurait été réglé en 5 minutes, je vous le dis tout de suite. J'en aurais beaucoup pleuré, je serais allé à la confesse, tout ce que vous voulez. Mais on sait très bien. On le sait très bien. Nous ne valons pas autant que ça. Et au passage, ceux d'en face l'auraient certainement fait beaucoup plus vite. Parce que moi je veux bien le grand balèze black qui prie, qui attrape la truc, qui la fout par la fenêtre pour éviter justement que les détenus fassent sauter les braves gens. Je veux bien, mais j'y ai quand même pas cru 2 minutes. La seule chose, c'est que Heath Ledger et Christian Bale ont porté le film Dark Knight à un tel niveau que on pouvait tout pardonner au génie de Christopher Nolan, sachant qu'en plus cette scène-là était réécrite parce que à la base le duel devait opposer celui qui joue double face et celui qui joue Heath Ledger dans le 3. Mais il a fallu refaire toute une partie du film suite au décès prématuré d'Heath Ledger. Bon. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Joker est un regard terrible sur notre société, et ça, Télérama et France Inter ne s'est pas trompé. Mais ce n'est pas la même chose que Fight Club. Fight Club, ils avaient dit film fasciste. Une partie du vitalisme de Fight Club est potentiellement fascisante, peut-être. De toute façon, vous voyez le fascisme partout. Hein, le fascisme des cravates sur les nœuds papillons, enfin tout ça. Mais France Inter a détesté, et ce film, vous ne vous êtes pas trompé de cible. Parce qu'en réalité, Joker est une œuvre dans laquelle il n'y a personne à sauver. Et c'est en cela que Joker est un méchant, vous avez 2 types de méchants iconiques. C'est-à-dire, vous avez
le méchant implacable, Dark Vador, Terminator. Une force qui va. Sans haine, sans armes, sans armes, pas nécessairement, mais si vous voulez, qui est pas mu par un ressentiment négatif. Une force implacable. Ça nous impressionne toujours. Et le deuxième, c'est le méchant qui n'en est pas totalement un. On sait que malheureusement, en partie, il a raison. Et ça nous torture. D'un côté, avec tous les défauts qu'on peut trouver au film Marvel, on va pas du tout entrer dans ce débat-là, le personnage de Thanos. Thanos, c'est un homme qui juge la moitié de l'humanité, parce qu'il dit non. Sans dire qu'il a raison, a-t-il totalement tort ? Le Joker, quand il vous dit cette société, la seule chose qui compte, c'est au feu, tout brûle. Voilà. Alors après, on peut me dire, c'est les gens aigris qui s'attaquent à ceux qui ont réussi, donc il fait l'homme du ressentiment. Oui, il y a ce côté-là, mais pas le Joker lui-même. Le Joker s'en fout de la lutte sociale. Lui, il est là pour voir le monde brûler. Parce que si Rome brûle, c'est bien, mais il faut quelqu'un pour le regarder brûler. Sinon, ça n'a pas de sens. Le Joker, c'est ça. C'est quelqu'un qui, d'un côté, il est en négatif, ce qui était un autre méchant de l'univers, je crois, d'ici, mais là, c'était vérifié, qui est Rorschach. Quand Rorschach dit, au milieu de toute cette boue, quand la société m'appellera Oled, je répondrai non. Rorschach est un peu étant gentil, ce que le Joker est théoriquement méchant, mais Rorschach est un gentil ambigu, tout comme le Joker est un être très ambigu. C'est un très grand film, nos ennemis ne l'aiment pas, ne se trompent pas de cible, alors ils essayent de le ramener à leur fantasme. Le Joker tombe amoureux d'une fille noire sur son palier, alors est-ce qu'il aime, je cite, les filles racisées ? Alors, à un moment, faut savoir, soit tous les blancs qui font des couples mixtes sont des incels, c'est ça ? Célibataires involontaires, donc ils appellent ça incel, qui aiment les femmes racisées, et donc c'est pas bien. Soit on nous fait la propagande sur la beauté des couples mixtes, mais on peut pas faire les deux. À un moment, faut que France Inter on est d'accord. Bon, à moins que ce type de couple mixte-là soit interdit. Pourquoi pas ? Why not ? Mais faut que France Inter trouve la clé, trouve la voie. C'est un très grand film, c'est un des plus grands films que j'ai vu depuis longtemps. Je ne saurais trop vous le recommander. Ensuite, c'est une sorte de conte lugubre. C'est pour ça qu'on a dit oui, mais il y a des incohérences dans le film. C'est normal, la notion même de réalité est attaquée par ce film. Je pense que personne n'a joué la folie au cinéma, certainement depuis Vol au-dessus d'un nid de coucou, ou même depuis le Nicholson de Shining. Pourtant, je suis pas très Kubrick. Non. Voilà. Ok, très bien. Pour conclure, vous souhaitiez rendre hommage à Vladimir Bukovski, qui nous a quittés récemment. Donc il est ancien dissident soviétique. C'est un homme extraordinaire. Il avait passé 12 ans en asile psychiatrique par l'URSS. Un de mes amis d'ailleurs l'a mis dans sa thèse de doctorat, qui j'espère sera bientôt publiée, sur l'histoire de la psychanalyse russe, de la psychiatrie russe. Et c'était un homme extrêmement courageux, qui donc est allé en Angleterre, qui a fait partie de ces grands dissidents soviétiques. Contrairement à Zinoviev ou à Solzhenitsyn, il n'est pas rentré en Russie. Il faut quand même savoir que les grands dissidents sont morts en Russie, et qu'ils sont rentrés, Solzhenitsyn le dit très bien, il est rentré entre autres pour Vladimir Poutine. Zinoviev lui est parti en 2000 quand il a vu ce que devenait l'Occident, en disant écoutez, j'ai déjà vécu la dictature chez moi, c'est pas pour la vivre ici, je me tire. Et Bukovski nous avait énormément aidé lors du référendum de 2005, où il avait fait, je crois, la première vidéo YouTube à avoir fait plus d'1 million de vues en politique. Cette vidéo terrible sur l'Union Européenne qui dure 5 minutes, où il disait I live in your future, and it did not work. J'ai vécu dans votre futur, ça n'a pas marché. La pensée des dissidents soviétiques
doit encore... alors certes, elle a beaucoup vieilli, certes on peut se poser des tas de questions sur comment ont-ils été utilisés par la guerre froide. Je remarque que les dissidents russes, en tout cas ces trois-là, n'ont pas trahi. Là où un Walesa était un pauvre électricien polonais manipulable, pas un mauvais bougre d'ailleurs, il était même content que les Français votaient non en 2005, et là où il y a eu de véritables rentiers de l'anticommunisme qui ont été des salopards, je pense particulièrement à Havel, à Václav Havel. Ça c'est le... Et à toute cette clique qui va servir d'alibi à la grande braderie à l'Est, à la destruction de leur pays, au nom de la sacro-sainte liberté apportée par l'Occident, qui fasse les anciens mecs de la Stasi retournés, d'anciens oligarques qui d'ailleurs aujourd'hui leur rejeton parade au Parlement européen par la place payée par papa. C'était un homme. C'était un mensch, comme on dit, je crois, en hébreu. C'est-à-dire, c'était un homme qui mérite que nous honorions sa mémoire et qui a dû prendre le Brexit comme un des plus beaux cadeaux de sa fin de vie. Mais il y a des hommes qui sont faits pour se battre pour la liberté toute leur vie, et puis il y a des hommes qui sont faits, comme disait Bernanos, pour tendre les mains aux chaînes. Très bien, merci Pierre-Yves Rougeron. Merci à vous. Et nous vous retrouvons très bientôt. À bientôt. Le prochain numéro de Perspective Libre arrive. Reste connecté, ou pour plus de sécurité, abonne-toi sur notre site.